Maintenant que l'édifice a été sécurisé, stabilisé, protégé, vient évidemment la réflexion. Qu'est-ce que l'on fait? Comment on restaure? C'est un travail énorme, dans l'ombre, qui se déploie pour penser et programmer le chantier à venir. Dans ce deuxième épisode, je vous invite à découvrir ce sujet consacré à la préparation du chantier. Pour débuter des travaux de restauration, vous imaginez bien qu'on ne peut pas y aller à vue de nez. Il faut quelqu'un qui se charge de penser le projet en amont. C'est celui qu'on appelle le maître d'œuvre. Et dans le cas de l'église Saint-Thomas, c'est l'architecte du patrimoine, Ludavezac de Castera. Je suis allé le rencontrer dans son cabinet, et pour commencer, j'ai voulu en savoir un peu plus sur son métier. L'architecte, c'est quelque part le point de passage d'un faisceau de données, de contraintes, de besoins en amont du projet qui passe par justement l'analyse que coordonne l'architecte, qui ne fait pas seul évidemment, mais c'est lui qui a une vision globale sur l'ensemble des contraintes et l'ensemble des flux de données, et qui essaie de traduire avec ses partenaires, donc ingénieurs, économistes, ça peut être un acousticien aussi, enfin il peut y avoir mille spécialités suivant le sujet. Et donc effectivement c'est l'architecte en général qui est mandataire parce qu'il a une vision horizontale de tous ces sujets et qui peut les rassembler autour d'un fil rouge qu'on a déterminé dès l'esquisse pour dire voilà ce que l'on souhaite faire, voilà ce qu'il faut faire. D'ailleurs, savez-vous ce qu'est un architecte du patrimoine et comment il est choisi ? Bien, pour ça, il faut revenir à un des éléments les plus importants de l'histoire récente de l'église Saint-Thomas de Canterbury, bon, en dehors de son effondrement partiel évidemment, c'est qu'elle a été classée monument historique en 1875. C'est un intérêt important parce que, en plus d'être un monument classé, donc reconnu par la France pour son intérêt, historique, artistique ou technique, ça lui donne un statut particulier qui ouvre à des droits et à des devoirs. Ça oblige aussi à une gestion prudente qui permet la concertation entre la commune et les représentants de l'État. Et c'est donc avec l'État que le propriétaire, la commune, vont désigner un professionnel adéquat via un appel d'offres pour restaurer. Dans le cas d'un monument classé, c'est donc un architecte spécialisé qui a le statut d'architecte du patrimoine. Et j'ai justement demandé à l'architecte par quoi il commence lorsqu'il démarre son travail sur une restauration de monuments historiques. On commence toujours par le programme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on souhaite faire, c'est-à-dire qu'on fait un récollement des besoins, quels sont les besoins pour le bâtiment. Est-ce que ce sont des besoins programmatiques ou est-ce que ce sont simplement des besoins de restauration et de mise en valeur d'un monument. Une fois qu'on a le budget et ce que l'on souhaite faire, on fait appel à des architectes. Si c'est un monument protégé, on fait appel à des architectes spécialisés. Ces architectes étudient le projet, ils commencent par un diagnostic général, ils poursuivent les études d'avant-projet jusqu'au dossier d'autorisation de travaux, une sorte de cap à passer pour avoir un projet bien défini. Une fois qu'on a cette autorisation, on détaille encore le projet pour décrire les contrats de travaux qui seront donnés aux entreprises. Puis on peut passer à l'appel d'offres des entreprises et aux travaux qui sont dirigés par l'architecte. Alors, avant de continuer, il faut que je précise certaines choses. Vous l'avez entendu, l'architecte nous a parlé d'un organisme qui s'appelle la DRAC. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la DRAC, c'est la Direction régionale des affaires culturelles. On l'oublie parfois, mais l'État a quand même beaucoup à faire en termes de culture et de patrimoine. Du coup, il décentralise sa compétence dans les régions avec la DRAC. C'est un organisme qui gère à l'échelle de sa région les musées, la production artistique, l'archéologie, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, les monuments historiques. Il faut bien comprendre comment les décisions sont prises dans le cadre d'une restauration d'un monument historique comme l'église de Saint-Thomas de Canterbury. C'est le propriétaire du site qui prend la décision de la restauration, donc en l'occurrence la mairie de Crépy-en-Valois, et on dit qu'elle est donc le maître d'ouvrage. Mais comme je l'ai déjà dit, les vestiges de Saint-Thomas étant classés monuments historiques, ça signifie que la mairie, elle prend pas la décision seule. Intervient notamment l'État, donc en d'autres termes, la DRAC. La DRAC, elle se subdivise en plusieurs services, ou en départements si vous voulez. L'un d'eux est la Conservation régionale des monuments historiques, CRMH. Et elle aide spécifiquement la mairie à son projet de restauration. Elle le conseille avant le chantier, elle autorise le chantier et elle contrôle le chantier une fois débuté. Elle le finance aussi éventuellement jusqu'à 50% dans le cadre de Saint-Thomas. Et il y a d'autres services de la DRAC qui pourraient être
sollicités ou qui le sont, comme par exemple l'UDAP, mais je passe aujourd'hui parce que ça serait des détails difficiles à développer. Revenons à la manière de penser la restauration de l'édifice. Concrètement, il faut connaître le site et le comprendre pour pouvoir intervenir et imaginer le restaurer au mieux. Le seul document qui est absolument infalsifiable quelque part, c'est le bâtiment, donc on commence toujours par là. C'est-à-dire que même avant de lancer nos recherches historiques, nous on a pour habitude de d'abord consulter le bâtiment. Une fois qu'on s'est fait une bonne appréciation du bâtiment et qu'on en a compris certaines choses par expérience, on a besoin d'une très grande présence sur place. On a besoin d'avoir une forme de travail itératif, c'est-à-dire qu'on reprend toujours de façon circulaire, si vous voulez, les hypothèses d'hier pour les confronter aux découvertes d'aujourd'hui. Et nous, évidemment, lorsqu'on nous demande de stabiliser la tour aussi, on commence par faire un diagnostic général, mais du périmètre qui nous est donné, donc de la tour. Donc on étudie l'ensemble de la tour et on essaie de voir à la fois du point de vue de l'histoire, du point de vue de l'architecture, de la géométrie, du relevé, de l'état sanitaire, des pathologies. On essaie de tenir tous les tenants et aboutissants pour croiser les données et proposer un projet de restauration. Et pour l'instant, l'objet de la restauration concerne essentiellement la tour nord. Exactement. Donc on stabilise la tour. Pour la stabiliser, on doit faire quelques éléments pour la rendre stable et autonome par elle-même. Oui. Et on ne va pas jusqu'à justement aller un petit peu plus loin, réouvrir les baies des étages, réouvrir ces arcades. Parce que pour le faire, il faut attendre d'avoir stabilisé justement l'autre partie à côté ici, qui vient en adossement, en contrebutement. Je dois revenir sur un élément important. Dans le cas de Saint-Thomas, on ne lance pas la restauration de tout l'édifice. On commence par la restauration de la tour nord. Et la suite sera envisagée seulement dans un second temps. C'est un peu un monument dans le monument. On considère que la tour nord est l'élément structurant de tout l'édifice, et la ville admet qu'il faut en priorité stabiliser cette tour avant d'imaginer autre chose. C'est pour cette raison que l'architecte ne mentionne que cette tour. L'objet de la commande de la ville, c'est elle. D'ailleurs, la tour nord, c'est l'emblème de la ville de Crépy-en-Valois. Elle porte la plus vieille cloche de la ville, la Thomas, qui est aussi une des plus vieilles cloches des Hauts-de-France. Le corps de la tour date de la fin du XIIe siècle, la flèche des alentours de 1525. La tour elle-même a été modifiée un peu en 1800 alors que l'église était progressivement démantelée, mais l'essentiel est quand même d'origine. Cette tour, c'est un peu le phare gothique de la ville, c'est sa tour Eiffel, elle résume l'histoire de la ville. Elle est particulièrement fragile et bien évidemment elle est inaccessible au public, comme l'ensemble du bâtiment. Mais nous avons eu la chance de pouvoir y accéder. Je vais vous laisser découvrir l'intérieur de la tour nord avec ces quelques images quand j'y étais avec l'architecte. Donc ici on pénètre dans l'escalier, un escalier hors œuvre, collé contre le contrefort et qui a la particularité d'être très très malade, qui a été restauré en extérieur. Donc les fissures que l'on voit ici ont été traitées en extérieur, mais pas à l'intérieur. Donc on a encore quelques patins plâtres, dont certains qu'on a mis récemment, et on voit les bricolages et réparations diverses et variées qu'il y a eu pendant d'une époque à l'autre, avec des barres de fer, des marches cassées. Il y a beaucoup d'eau qui percole à travers cette voûte depuis la chambre de cloche. Il pleut là-haut, tout ça très simplement, ça passe au travers de la voûte, et on a à peu près le même tapis de guano là-haut. Donc effectivement, cette pierre-là est très abîmée par le guano. Ici, on a moins d'eau qui arrive jusqu'ici. Donc on peut espérer que ça se passe un peu mieux pour la voûte de la salle basse. On va faire l'essentiel pour que ça tienne encore, que ça ne tombe pas tout de suite. Et le travail justement de recherche d'un usage adapté, ça c'est ce qu'il faut que les habitants futurs sachent nous demander, nous dire. Alors vous le voyez, avant même que le chantier débute, il y a déjà beaucoup de choix importants, voire décisifs à faire. Ces décisions, elles dépendent d'abord du statut de l'édifice, et l'avantage, quand le site est classé monument historique, comme ici avec Saint-Thomas, c'est que la mairie est accompagnée par des services spécialisés. En revanche, le processus de décision est un peu plus long, parce qu'on considère tout simplement que le monument n'est pas du tout quelconque. C'est ce qui amène au choix d'un maître d'œuvre compétent, un architecte du patrimoine, qui est lui-même capable de s'entourer de spécialistes et surtout de faire de la synthèse de toutes leurs observations. Avec ça, cet architecte peut proposer un diagnostic, un projet détaillé d'exécution, comme on dit, qui ouvrira sur la phase de travaux. Petite capsule historique sur un sujet essentiel. Vous l'avez vu, l'église n'est plus complète. Elle a été exploitée en carrière de pierre, elle a été démantelée.
Et justement, je voudrais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, cette phase-là. Il faut bien comprendre que, au cours de la Révolution, on a saisi une partie des biens de l'Église, on les a constitués ce qu'on appelait biens nationaux et on les a vendus. On les a notamment vendus à des entrepreneurs qui étaient des carriers. C'est-à-dire qu'ils avaient comme fonction de démonter des monuments historiques et de vendre les pierres. C'était une carrière de pierre, mais au lieu qu'elle soit naturelle dans le sol, c'était le monument qui constituait la carrière. Alors c'est très intéressant pour nous parce que premièrement, ça explique une partie de la forme de l'Église aujourd'hui. On a commencé à démanteler Saint Thomas de Canterbury par le chœur, donc par l'est, et on a avancé progressivement vers l'ouest. La raison pour laquelle il nous reste la façade complète, c'est qu'en fait on a commencé à l'opposé de la façade et progressivement on allait vers elle. Entre-temps, l'Église a intéressé le maire de l'époque, M. Delahante, et en fait, M. Delahante n'avait pas les moyens d'acheter l'édifice quand il était complet, parce qu'il avait le coût, il avait la valeur de la carrière complète. Donc il a attendu que l'édifice coûte moins cher parce qu'il avait été en partie exploité, et quand il a pu acheter la fin de ce qu'il restait de l'édifice, il l'a fait pour l'offrir à la ville. C'est ce qui nous est parvenu. Deuxièmement, il y a un sujet très intéressant avec cette carrière, c'est le destin des pierres. Parce qu'on vend les pierres, certes, mais à qui ? Essentiellement aux locaux, en fait. On ne vend pas les pierres pour qu'elles partent à l'autre bout du Royaume de France ou à l'autre bout de la République. Elles partent près pour construire les nouvelles maisons, les nouveaux bâtiments directement voisins. Ce qui veut dire que si on fait une enquête dans la ville de Crépy-en-Valois, dans toutes les petites maisons et même dans certains des monuments, on retrouvera des pierres de Saint Thomas réutilisées, réemployées dans des maçonneries plus récentes. Ça, c'est une super enquête de terrain du point de vue archéologique. Ça demande un peu de temps par contre. Vous l'avez compris, l'architecte s'entoure de nombreux acteurs qui vont lui amener une connaissance très précise, la plus précise possible du site. Et bien justement, dans le prochain et dernier épisode de la série, nous allons à la rencontre de certains de ces intervenants, particulièrement deux d'entre eux. Le géomètre d'abord, qui met en place un vrai suivi millimétré du site, et l'archéologue, que je connais bien. Allez, abonnez-vous et à bientôt sur Archivolt.